Il y a des choses qu'on voit à la télévision et qu'on croit être des exagérations de scénario, jusqu'au jour où un enfant des rues entend la terre pleurer. C'était une nuit étouffante dans les faubourgs de la ville, de celle où la chaleur se bat avec le sommeil. L'asphalte fumait encore, et le ciel était si immobile que même les nuages ne bougeaient pas. Au milieu de tout ça, il y avait lui, Diguinho. 11 ans à peine vécu, un t-shirt déchiré, les pieds plus calleux qu'une vieille âme, et un regard qui cachait plus de passé que d'avenir. Diguinho dormait sous un auvent, utilisant un vieux sac à dos comme oreiller. Jusqu'à ce qu'il se réveille, à cause d'un bruit. Mais ce n'était ni un cri, ni un klaxon, ni une sirène. C'était un murmure étouffé, comme si la terre avait quelque chose coincé dans la gorge. Il se leva lentement, regardant autour, pensant que c'était dans sa tête. Mais de nouveau, ce son. Un gémissement sourd venant du terrain vague de l'autre côté de la rue. « Y a quelqu'un » demanda-t-il, plus par peur que par curiosité. Silence. Mais un silence qui pesait. Un silence qui semblait implorer de l'aide. Diguinho traversa la rue, ses pieds nus crissant sur le sable. Il s'approcha du terrain et, soudain, vit un petit morceau de terre bouger, comme si c'était vivant. Il recula d'un pas à l'effrayer. Mais alors il l'entendit de nouveau, un son faible, presque sans force. À l'aide. Diguinho ouvrit grand les yeux. C'était réel. Quelqu'un était enterré là. Sans réfléchir, l'enfant tomba à genoux et commença à creuser avec ses propres mains. La terre était lourde, chaude, mêlée de gravats et de mauvaises herbes. Mais il ne s'arrêta pas. Il creusait, jusqu'à ce qu'il sente quelque chose. Un morceau de tissu, et puis le bout d'une main. « Mon Dieu !» murmura-t-il haletant. C'était un homme, enterré vivant. Et le plus terrifiant, c'est qu'il respirait encore. Diguinho cria à l'aide, mais dans cette rue déserte, seul le vent lui répondait. Alors il continua de creuser, en sueur, tremblant, jusqu'à dégager le corps avec difficulté. L'homme recracha de la terre, les yeux écarquillés par la terreur. Et c'est alors qu'il regarda l'enfant et lui dit d'une voix rauque et faible « Tu m'as sauvé la vie. Je suis millionnaire. » Diguinho déglutit. Mais rien, absolument rien, ne l'aurait préparé à ce que cet homme allait encore révéler. L'homme était là, allongé au sol, comme s'il sortait de sa propre tombe. Le visage pâle, couvert de terre et de sueur froide. Les mains tremblaient. Les yeux grands ouverts, comme s'ils étaient encore figés au moment où ils avaient vu la pelle descendre pour la dernière fois. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'était ses vêtements. Bien que sol de boue, les deux sangs séqués, on voyait bien que ce n'était pas un homme ordinaire. Costume cher, montre brillante au poignet, même couverte de boue. Et les chaussures, où est-ce qu'il en restait, portaient encore cette brillance de ceux qui n'avaient jamais foulé un sol comme celui de Diguinho. « Ça va » demanda l'enfant, presque à bout de souffle. Il essaya de parler, mais n'a fit que tosser. Il crachait de la terre, il toussait des souvenirs, il toussait la peur. Jusqu'à ce qu'avec effort il murmura « On m'a enterré vivant. Quelqu'un a voulu m'effacer. » Diguinho regarda autour de lui, le ventre noué. Ce n'était pas un film, c'était réel. Et ça lui arrivait à lui. Et qui demanda-t-il? L'homme fermait les yeux, comme quelqu'un qui tente de se rappeler un cauchemar qui est devenu réalité. « Je m'appelle César Lemos. Je suis le propriétaire de tout ça ici. Personne ne devait savoir que j'ai survécu. » Diguinho recula d'un pas. « Propriétaire de tout? C'est une voiture abandonnée? Cette rue sans lampion, le terrain vague où l'on se cachait quand il pleuvait. C'était trop pour son esprit. » Mais alors César agrappa le bras de l'homme avec force. Une force désespérée, et parla avec les yeux écarquillés. « Tu m'as sauvé, gamin. Maintenant ma vie est entre tes mains. Et il y a des gens qui voudront nous faire taire tous les deux. » Diguinho sentit un frisson, le parcourir l'échine. Ce n'était pas juste la peur, c'était la sensation que quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus dangereux venait de commencer. « T'as un téléphone » demanda César, haletant. Diguinho éclata du rire sans déguis une joie. « Si j'avais un téléphone, je dormirais sur un lit. Enfin, sur du carton. » César tenta de se lever, mais ses jambes flashèrent. Il tomba à genoux, comme s'il avait oublié comment on tient debout dans un monde des vivants. « Emmène-moi quelque part, n'importe où, avant qu'il ne revienne. » Qui demanda-t-il, la voix tremblante? César regarda autour de lui, comme si l'obscurité avait des yeux. « Mon fils, mon associé, quelqu'un m'a enterré vivant, pensant que j'en sortirais jamais. » Diguinho sentit le blanc se gler, et sans vraiment savoir pourquoi, il prit une décision qui allait tout changer. Il tendit la main à l'homme et lui dit « Allez, docteur, avant que la terre ne veuille te reprendre. » Mais ce que Diguinho ne savait pas, c'est qu'en sortant César de la tombe, il venait d'enterrer sa propre paix.
Giglio emmena César au seul endroit qu'il connaissait, un refuge improvisé sous un pont. Là-dessous, l'odeur était un mélange de moisissure, d'urine ancienne et d'espoir épuisé. Il partageait cet espace avec d'autres invisibles, des gens que le monde avait déjà oubliés. Mais cette nuit-là, ce refuge devint un sanctuaire. César, tremblant, s'allongea sur un morceau de matelas déchiré. Ses mains encore pleines de terre semblaient s'agripper à la vie de peur de la perdre à nouveau. « J'ai besoin d'un médecin », murmura-t-il. Giglio regarda autour. Aucun médecin ici. Il fallait improviser. Il prit une vieille bouteille d'eau qu'il gardait, nettoya le visage de l'homme avec un bout de t-shirt et tenta de le calmer comme il avait vu des mères le faire avec leurs enfants dans les bus. « Tu es en sécurité maintenant. Reste ici tranquille. Je vais voir ce que je peux faire. » Mais au fond de lui, la panique montait. Et si quelqu'un venait chercher cet homme? Et s'il le voyait avec César? Et s'il pensait que c'était lui qui avait fait tout ça? Il sortit en courant dans la rue, fouillant parmi les canettes et les papiers, cherchant à manger, de l'aide, un miracle. Pendant ce temps, César transpirait à grosses gouttes. Chaque bruit extérieur résonnait dans sa poitrine. Il revivait tout, le coup à la tête, le sac noir, l'odeur de terre humide et la voix froide disant « Adieu, papa ». Ce mot « papa » se répétait comme un couteau dans sa mémoire. Il savait qui avait fait ça, mais il ne savait pas pourquoi. Des heures plus tard, Giglio revint avec un bandage improvisé, du paracis et une couverture trouée. « J'ai trouvé ça, et aussi ça », dit-il, montrant un prospectus mouillé d'une clinique populaire. César regarda l'enfant avec les yeux pleins de larmes. « Pourquoi tu m'aides » Giglio haussa les épaules. « Parce que personne ne m'a jamais aidé et je sais ce que ça fait. » Ils se regardèrent. Un enfant sans maison, un millionnaire sans terre. Et là, dans le silence de la nuit, César raconta la première partie du secret. « Il voulait mon argent, mais il y a plus. Il y a des choses que si je raconte, ils peuvent me tuer. » Giglio ne répondit pas, mais il comprit à cet instant qu'il était plongé dans une histoire que personne ne croirait et qu'il allait voir des choses que même l'enfer ne pourrait expliquer. Le jour se leva comme si le monde ignorait ce qui s'était passé. Le soleil frappait fort le béton fissuré et les voitures passaient au-dessus du pont comme si en dessous il n'y avait ni vie ni quasi-mort. César se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Pendant l'instant, il crut être encore enterré. Mais non, l'odeur de crasse, les rats qui couraient à ses côtés, le visage sale de l'enfant, tout cela était réel et cruellement vivant. « Ils vont chercher mon corps » murmura-t-il, les yeux perdus dans le vide. « Quel corps » demanda Giglio, en mâchant un morceau de pain rassis. « Et le mien ? Ils croient que je suis mort. Quand ils découvriront que non, ils voudront finir le travail. » Giglio sentit son estomac se tordre. C'était comme s'il avait sorti quelqu'un de l'enfer pour le ramener chez lui. Mais maintenant, il était trop tard. « C'est qui, il ?» insistait l'enfant. César inspira profondément. Il regarda autour de lui, et alors, d'une voix basse, il raconta « Mon fils Enrique et mon associé Octavian. Ils ont tout planifié, mais ce n'était pas seulement pour l'argent. J'ai découvert quelque chose. Il y avait une liste avec des noms, des gens importants, des gens pourris. » Giglio fronça les sourcils. « Une liste de quoi ? De corruption, blanchiment, meurtre. Un système énorme, bien plus gros que mon entreprise. » L'enfant ne comprenait pas tout, mais il sentit le poids. Ses mots avaient un goût de plomb.
Ils ont peur que tu parles? Pas juste peur, la terreur, parce que si cette liste tombe dans les bonnes mains, elle fait tomber beaucoup de monde. Députés, juges, entrepreneurs. Gigino dégluté. Et tu as cette liste? César hocha lentement la tête. Elle est sur une clé USB, cachée dans un coffre-fort. Et maintenant, je suis le seul à connaître le code. L'enfant ouvrait des grands yeux. Ça ressemblait à une scène de film, mais c'était réel, trop réel. C'est pour ça qu'ils t'ont enterré vivant? Exact. Ils voulaient le code, mais je ne l'ai pas dit. J'ai préféré mourir, et je suis mort. Pendant quelques heures, Gigino resta silencieux. Le vent soufflait, soulevant poussière et souvenirs. Là, sous le pont, il comprenait qu'il était assis à côté d'un homme qui en savait trop, et que pour cela, il était trop dangereux. « Tu vas m'aider » demanda César d'une voix brisée. Gigino regarda l'homme, puis le ciel fissuré, puis sa propre vie qui n'avait jamais valu rien, et il dit « Je le ferai, mais si quelqu'un demande, je ne t'ai jamais connu. » Et à ce moment-là, César sourit pour la première fois. Mais ce que l'un ni l'autre ne savait, c'est que quelqu'un suivait déjà leurs pas. Pendant que les deux se cachaient sous le pont, à l'autre bout de la ville, quelqu'un observait un écran de sécurité. Les caméras que César avait fait installer en secret avaient été consultées par un visage froid et sans expression. Ottavio, l'associé. Il avait tout vu. L'enfant en train de creuser, le corps extrait, la fuite, la promesse de vengeance enterrée vivante, mais déterrée par hasard. Ottavio referma l'ordinateur portable violemment. Il prit son téléphone et passa un seul appel. Il est vivant. De l'autre côté, la voix était basse, mais tranchante comme une lame. Alors, tue-le bien, cette fois. Pendant ce temps, sous le pont, Gigino essayait de comprendre ce qui allait suivre. Il ne pouvait pas rester là. L'endroit était trop exposé, et César pouvait à peine tenir debout. La peur dominait les deux, mais était une peur sans nom, sans visage, et donc encore plus dangereuse. « Où est ce coffre-fort » demanda l'enfant. « Vieille ville, immeuble commercial abandonné. Ancien siège de mon entreprise. Plus personne n'y entre depuis des années, mais j'ai la clé. » « Et pourquoi cacher ça là-bas » César soupira. La réponse arriva lentement, chargée de culpabilité. Parce que c'était le seul endroit qui me semblait sûr. Idiot j'étais à faire confiance à des serpents déguisés en fils. Le silence tomba comme un marteau. Gigino pensa à son propre père, ou plutôt à son absence. Il n'en connaissait même pas le nom, juste son mépris. « Alors on y va ?»« Tu es sûr ?» demanda César. « Ils vont tenter de me retrouver. » L'enfant rit sans joie. Ici, même sa propre âme, on ne la retrouve pas. Je ne sais pas où passer. Il prit un vieux sac. Ils mirent ce qu'ils avaient. Une couverture déchirée, 2 bouteilles d'eau, et la peur enveloppée de courage. Et ils commencèrent à marcher. Gigino en guide, César boitant, en sueur, portant non seulement son corps meurtri, mais aussi le poids de tout ce qu'il savait. Le centre-ville était loin, presque 2 heures de marche, et en chemin, des pas résonnaient derrière eux. Des yeux apparaissaient, disparaissaient dans les ruelles, des ombres qui semblaient savoir, sentir. Et soudain, la première balle fendit l'air. « Pas !» Gigino se jeta au sol. César tomba sur lui, le protégeant. « Cours !» cria l'enfant, mais était trop tard. Quelqu'un savait déjà que le mort marchait à nouveau. La balle était passée si près que le sifflement résonnait encore dans l'oreille de Gigino lorsqu'ils roulèrent dans une ruelle. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir fuir de sa poitrine. César gémissait haletant, le visage redevenu pâle. « Tu l'as touché ?» demanda l'enfant à genoux à se crotter. « Non, mais peu, très peu. » La ruelle était étroite, nauséabonde et pleine d'ordures, mais par miracle, elle n'avait pas d'issue facile. C'était une bonne chose pour l'instant. Les pas lourds s'approchaient dans la rue, mais ne pénétraient pas à la ruelle. Ils passèrent. Celui qui avait tiré croyait avoir touché sa cible.
Mais cela rendait les choses claires. Ils étaient traqués. Tremblant, Diguignot tira César avec force, le guidant vers le fond de la ruelle jusqu'à une grille desserrée. Il passait en dessous en rampant jusqu'à sortir dans un parking abandonné. « On va devoir contourner par le vieux tunnel », dit l'enfant. « Tu connais tout ça comme ta poche. » Encore mieux que ma propre histoire. Ils arrivaient au tunnel, un endroit oublié même par les cartes. Un conduit d'égout de la ville. Ça sentait la merde et le temps. Mais ça faisait l'affaire. Pendant le trajet, César commença à raconter plus. « Ottavio a toujours été ambitieux, mais je n'aurais jamais cru qu'il puisse. »« Enterrer quelqu'un vivant ?» l'interrompit Diguignot. « Oui, » dit César, la voix brisée. « Et Enrique, mon propre fils. » L'argent change la tête des gens, mais au fond, ça ne fait que révéler ce qu'ils étaient déjà. La phrase resta suspendue dans l'air, plus lourde encore que l'odeur du tunnel. Quand ils sortirent de l'autre côté, ils étaient déjà proches du lieu centre-ville. L'immeuble, une tour de béton abandonnée, surgissait parmi d'autres ruines d'une ville pourrie de l'intérieur. « C'est là », indiqua César. « Vite, avant que d'autres n'arrivent. » Ils montèrent par l'escalier de secours, l'ascenseur étant hors service depuis des années. Chaque marche était un défi pour l'homme blessé. Et lorsqu'ils arrivèrent enfin au 8e étage, César s'arrêta devant une porte grise. « C'est ici. Le coffre est à l'intérieur. » Diguignot tendit sa main pour ouvrir, mais un clic sec, de l'air. Quelqu'un était déjà au-dedans. Et cette fois, ce n'était pas une ombre. C'était un homme, en succule, armé, souriant. « Le mort-vivant est arrivé !» La voix qui résonnait à ce 8e étage abandonné n'était pas celle d'un étranger. Elle était familière, intime, douloureuse. « Enrique !» murmura César, l'âme tombant de ses yeux. L'homme en costume, revolver à la main et sourire glacial aux lèvres, acquiesça simplement. Les cheveux impeccables, la posture droite, les chaussures brillantes malgré la poussière du sol, tout en lui transpirait le pouvoir. Sauf ses yeux, qui hurlaient le vide. « Tu aurais dû rester enterré, ça aurait été plus digne. » Diguignot se plaça entre les deux, les poings fermés, la poitrine agitée. « Il ne va pas mourir une deuxième fois. » Enrique laissa échapper un rire moqueur. « Et toi, t'es qui? Le nouveau chien de garde? Mignon, un mendiant qui sauve un autre. » César respira profondément, tentant de se tenir debout sans soutien. « Tu as essayé de me tuer, Enrique, ton propre père. Parce que tu n'étais plus mon père, tu étais un obstacle. T'avais tout pour te prendre ta retraite tranquillement, mais t'as voulu jouer au héros. Cette liste, cette foutue clé USB. C'était la vérité, cria César, les larmes aux yeux. Mensonge, explosa Enrique, avançant. T'as toujours voulu tout contrôler. Même ma vie, mes décisions, mes erreurs. T'es un tyran déguisé en héros. Le revolver tremblait dans la main du fils. Diguignot sentit l'air glacé. César, d'une voix brisée, murmura. « Si je te fais mourir encore, que ce soit en te regardant dans les yeux. Mais sache, tu es déjà mort antérieur. » Enrique déglutit, sa main vacilla. Et ce fut dans cette fraction de seconde que Diguignot lança une vieille canette au sol, provoquant un fracas. Enrique tourna la tête et César se jeta sur lui. Les deux roulèrent au sol, luttant. Le revolver tomba et glissa jusqu'à se retrouver près de Diguignot. L'enfant hésita. Ses petites mains saisirent le métal froid. Il était lourd et terrifiant. « Donne-moi ça, gamin !» hurla Enrique, se relevant le visage en sang. Mais Diguignot ne lui donna pas. Il visa. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un écoutait sa voix avec peur. « Tu fais un pas de plus et je tire. » Silence. Enrique s'arrêta et il regarda l'enfant comme il regardait un reflet sale de sa propre enfance. « Tu as les mêmes yeux que moi quand j'ai été jeté dans ce monde. » Alors, il sourit, lentement, cyniquement. « Peut-être que c'est pour ça que je te hais autant. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, un autre clic retentit.
C'était César, avec l'arme en main cette fois, pointé droit vers son propre fils. César tenait l'arme avec une fermeté, mais son âme, elle tremblait comme une feuille sèche emportée par le vent. « Je t'ai aimé, Enrique, même quand tu me haïssais, même quand tu m'as trahi. » Enrique ne recula pas. Il resta debout regardant son père comme s'il affrontait le miroir de son propre échec. « Tu n'as jamais aimé personne, papa, tu n'as aimé que le pouvoir. » « Le pouvoir m'a corrompu, mais l'amour était enterré avec moi. » Diguinho à l'arrière observait, et il comprenait. Ce moment n'était pas qu'un affrontement, c'était la fin d'un cycle sale, pourri, qui devait mourir pour que quelqu'un renaisse. « Je devrais te tuer, » dit César, « mais je ne le ferai pas. »« Non, non, parce que te tuer, ce serait répéter l'erreur. Je vais faire autre chose. Je vais t'exposer avec tout ce que j'ai. La liste, la clé Mesbé est ici. » Enrique ouvrit grand les yeux. « Tu avais ça sur toi tout le temps ? » ?»« Oui, même enterré. Je savais qu'un jour je devrais montrer au monde en quoi tu étais devenu. » Enrique tenta d'avancer, mais cette fois Diguinho fut plus rapide. D'un coup de pied précis, il le renversa à nouveau. « Maintenant, c'est la vérité qui commande ici. » César regarda l'enfant, pour la première fois avec une gratitude pure, comme s'il voyait en lui le fils qu'il n'avait pas eu le courage d'être. Et à cet instant, la police entra. Diguinho avait envoyé un mot avec l'aide d'un concerio du rez-de-chaussée, des heures plus tôt, un appel silencieux au secours. Enrique fut menotté, regard vide, sans réaction, et César s'effondra au sol, pleura, enfin. La liste sur la clé USB était une bombe. Des noms de politiciens, de juges, de chefs d'entreprise, même des membres de la police. Le scandale fit la une des médias. Titres, interviews, manifestations. La ville, pour la première fois depuis longtemps, s'arrêta pour écouter la vérité. César conclut un accord avec le ministère public. Il remit tout et promit de témoigner. Enrique fut inculpé pour tentative d'homicide, complot, blanchiment d'argent et association criminelle. Mais même derrière les barreaux, il gardait ce sourire de celui qui croit qu'un bon avocat réglera tout. Mais pas cette fois, parce que la société voulait enfin du sang. Et cette fois, elle voulait justice. César fut transféré dans un hôpital pénitentiel, le temps de récupérer. Ses poumons portaient encore la terre de cette tombe improvisée. Mais son cœur commençait à battre différemment. Et Diguinho. Ah, l'enfant resta avec lui. Il fut reconnu comme celui qui avait permis la survie d'un millionnaire. Il reçut de l'attention, des propositions d'abri. Mais il refusa beaucoup de choses. « Je veux juste étudier et avoir un endroit où dormir. » César l'entendit et promit plus. César emmena Diguinho dans son ancienne demeure. Mais en arrivant, en voyant les murs froids, le marbre propre et vide, il sentit du dégoût. Cette maison n'était pas un foyer, c'était un mausolée de luxe inutile. « On va recommencer ailleurs, dit-il à l'enfant. Et ils l'ont fait. Ils allèrent vivre dans une vieille maison dans le quartier nord, petite, mais avec l'odeur des repas chauds et une âme vivante. Là, Diguinho eut un endroit riant, son paravent, une armoire, une paire de baskets neuves, mais surtout un nom sur une fiche scolaire. « Pas Diguinho, hein ?» dit César. « Quel est ton vrai prénom, gamin ?» L'enfant hésita. « Daniel. » « Alors que le monde connaisse Daniel, l'enfant qui m'a déterré de la mort. » César se mit à écrire. Un livre, un témoignage, intitulé « Enterré vivant ». Il raconta tout, la corruption, le crime, la trahison, mais surtout la rédemption. Et il dédia le livre à Daniel. L'histoire devint virale. Les maisons d'édition se disputèrent les droits. César donna la moitié des gains à des refuges pour enfants des rues. L'autre moitié servit à ouvrir la première école nocturne du centre-ville, exclusivement pour des jeunes comme Daniel. Le nom de l'école ? Institut Diguinho de l'Espoir. Et là, à l'inauguration, dans un costume bon marché, Daniel prononça un discours. « Si j'ai trouvé quelqu'un enterré, c'est parce que je savais déjà ce que c'est que de se sentir mort à l'intérieur. Mais maintenant, je veux juste vivre. » Enrique écopa de 18 ans, et il ne fit pas appel. Au procès, il resta silencieux,
Mais dans une lettre envoyée à César, il écrivit une seule phrase. « Pardonne celui qui t'a enterré, car ce que j'ai enterré pour de bon, c'était l'enfant que j'étais. » César lut et pleura, mais ne répondit pas, car maintenant, il avait un autre fils. Daniel grandissait, rapidement, cœur fort, esprit vif. Il se démarquait à l'école, et plus encore, il inspirait les autres. César l'adopta officiellement. Il signa les papiers d'une main tremblante. « Maintenant, tu es Daniel Lemos. »« Mais je peux rester Diguignot aussi ?» demanda-t-il. « Bien sûr, parce que maintenant, tu es qui tu veux. » Des années plus tard, Daniel devint avocat, spécialisé en justice sociale. Il visitait les ruelles où il avait grandi. Il apportait des couvertures, de la nourriture, mais surtout de l'espoir. « Si moi j'ai pu m'en sortir, toi aussi tu peux », disait-il aux enfants sales qui voyaient en lui un miracle en costume. Et César? Déjà vieux, il marchait avec une canne, mais il tenait à assister aux conférences de son fils. Il s'asseyait au premier rang et pleurait, toujours. « Cet enfant m'a sauvé du monde et de moi-même. » La presse l'appelait héros, mais Daniel rejetait les compliments. Le vrai héros, c'est celui qui choisit de n'enterrer personne, même quand il est en colère. À l'inauguration de la nouvelle aile de l'Institut, en hommage à César, une phrase fut gravée sur le mur. « Parfois, il faut mourir pour enfin naître. » César, ému, lut la phrase. Il serra la main de son fils et murmura « Je suis seulement né de nouveau, parce que tu as creusé avec tes mains et avec ton cœur. » Aujourd'hui, peu de gens savent que Daniel a été un enfant des rues. Et encore moins savent qu'un jour, il a creusé à main nue pour sauver un homme millionnaire de la terre. Mais si vous lui demandez, vous entendrez « Ce n'est pas moi qui l'ai sauvé, on s'est sauvés ensemble. » Et si vous demandez à César, déjà barbu, sourire doux et regard paisible, il dira « Il y a des vies qu'on enterre par erreur, mais d'autres qu'on déterre par miracle. » Et c'est pour cela que je te le dis, mon enfant. Il y a des histoires qui commencent par la mort, mais qui finissent par une renaissance. Alors dis-moi, me croirais-tu si je te disais que tout cela est vrai? Eh bien, ça l'est. Et si tu fais partie de ceux qui aiment une belle histoire, laisse ton j'aime et abonne-toi, sinon tu vas rater le prochain récit. À la prochaine, de ton grand-père riche.